merci à Philippe et à Nicolas. Alors, ils m'ont demandé de venir faire une présentation sur toutes ces thématiques-là, mais en une heure, évidemment, ça va être compliqué de couvrir de manière exhaustive toute l'archéologie sous-marine et toutes les techniques vraiment pour explorer tout ça. Je vais quand même vous en présenter quelques-unes, et en particulier quelques techniques sur lesquelles je travaille à Brest, avec d'autres collègues chercheurs, et puis d'autres étudiants également qui sont dans la boucle également, hein, parce qu'on applique nos travaux de recherche avec l'enseignement. Et donc, voilà, je vais essayer de ne pas durer trop longtemps, et puis je demanderai à Nicolas de m'interrompre si au bout d'une heure, je dépasse complètement le temps de l'exposé. Et puis je m'arrêterai aussi si j'en vois parmi vous qui s'endorment ou qui commencent à quitter la salle. Donc à la fin de la présentation, je ferai une petite démonstration avec le ROV, le robot philo-guidé qui se trouve à côté de mon PC là-bas. Et puis on essaiera de voir comme ça un petit peu des images optiques et des images sonars et voir un peu comment ça se présente dans la piscine. Et puis je demanderai aussi à quelques modélistes de mettre leur modèle réduit dans l'eau pour qu'on puisse les voir à la fois en caméra et puis en sonar. Donc je reviens tout juste d'une semaine d'expérimentation à Guerre-les-Dents. Donc là c'est la photo qui est visible à l'écran. Je ne sais pas si les gens parmi vous, alors, les Bretons devraient peut-être connaître Guerre-les-Dents. C'est un grand lac artificiel qui est situé en centre-Bretagne. Bon, c'est un super terrain de jeu, vous pouvez voir déjà le paysage. Ça, c'est une photo qui a été prise la semaine dernière, enfin cette semaine, pardon. Et donc tout à fait sympathique pour y travailler. Un lac d'eau douce, donc c'est relativement calme, etc. Donc pour commencer l'archéologie et les techniques de robotique sous-marine, c'est déjà un bon point de départ. Et alors on n'imagine pas trop, mais 100 ans auparavant, il n'y avait pas ce lac, c'était une vallée en fait. Et dans le fond de la vallée passait le canal de Nantes à Brest. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est le fond du lac, mais sans l'eau, puisque en 2015, il a été vidé pour la dernière fois pour faire quelques interventions sur le barrage. Donc c'est un lac artificiel qui a été créé suite à l'installation d'un barrage hydroélectrique en centre-Bretagne. Donc ça a inondé toute la vallée. Et donc, là, comme on le voit, le canal qui va de Nantes à Brest a été englouti lui aussi, tout comme les écluses ici, les maisons d'écluses, etc. Donc c'est un terrain de jeu très particulier, puisque ça a été une occasion unique pour nous d'avoir accès à ce qu'on appelle la vérité de terrain, c'est-à-dire pour une fois la réalité des choses, puisque après tout a été laissé englouti comme ça, et donc maintenant on perçoit ces maisons, on perçoit ces écluses, par le biais de nos sonars et de nos robots, mais à l'époque, on pouvait les voir comme ça, prendre des photos, donc c'est vraiment unique. Puisqu'évidemment, vider l'océan pour venir voir les épaves, ça, on ne peut pas le faire. Donc on travaille avec les étudiants notamment, et puis on essaye de voir tout ça. Alors là, sur la gauche de l'image, on ne le voit pas, mais il y a le barrage EDF, et puis sinon, là, voilà, par exemple, une épave d'un bateau. Donc il y a comme ceci plein de choses à voir dans le fond du lac, et donc je vous invite sinon à aller aussi visiter Guerre-les-Dents, tout à fait sympathique. Donc là c'est une photo avec tous les étudiants, donc des élèves ingénieurs ici, et des robots. Donc ce sont des robots marins, c'est notre thématique. Vous pouvez voir sur la droite un voilier. C'est un voilier autonome qui est champion du monde de navigation autonome en mer, donc relier des waypoints, etc. Donc, malgré le vent, malgré les courants qu'il peut y avoir, le voilier est capable de tracer sa route comme ceci, sans aucun pilote à bord. Donc c'est un peu les thématiques principales sur lesquelles on travaille. Rendre des robots complètement autonomes et capables de réaliser des missions en mer, malgré les événements. Et plus loin, on voit un peu derrière un robot sous-marin, j'y reviendrai par la suite. On travaille main dans la main avec d'autres compétences qui sont les hydrographes et les océanographes. Et ici, c'est un des navires qu'on prend du port de Brest, qu'on met sur un camion et qu'on amène jusqu'au lac. Un navire hydrographique, alors juste pour faire la différence entre hydrographie et océanographie, vous imaginez un verre d'eau. L'hydrographie, c'est la science du verre en fait, c'est-à-dire les fonds marins, etc. Modéliser tout ça, le relief sous-marin. Et l'océanographie, c'est l'intérieur du verre. Donc qu'est-ce qui vit dans l'eau, quelles sont les températures, les courants, la biodiversité, tout ça. Donc on travaille avec ces compétences-là, et évidemment il y a plein de choses à faire avec tout ce qui est robotique. Et on leur apporte aussi des solutions d'autonomie pour automatiser un peu tout leur processus d'acquisition en mer. Alors, je vais donner le chiffre le plus connu qu'on donne à chaque fois sur la mer. La mer est couverte par les océans, la Terre est couverte par les océans à 71%, ce qui est énorme. Et malgré tout, on connaît très peu nos océans. Alors là, je sors plusieurs chiffres, parce que tout dépend de la définition de ce qu'on appelle connaître un océan.
5%, 15%, 25%, en tout cas on va rarement au-delà dans, dans ce qu'on caractérise par la connaissance de nos océans. Et alors ça montre qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine, et en particulier peut-être trouver des solutions robotiques pour venir faire ces explorations-là. Et on va voir que on est, on pourrait dire, presque en retard. En tout cas, on a beaucoup de difficultés par rapport aux autres domaines de la robotique, qui sont la robotique terrestre, aérienne et même spatiale, où on a des visibilités qui sont bien plus importantes qu'en sous-marin. Et donc, vous allez me dire quand même, on connaît le fond de nos océans. Là, si je vous montre une carte là, que vous connaissez peut-être tous probablement, une carte, comme on dit, bathymétrique. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien ici avec les détails, mais c'est vraiment une carte du relief sous-marin. Donc vous voyez entre, donc vous avez la France à droite, l'Europe, et puis à gauche le continent américain. Et entre les deux, on peut voir une dorsale océanique, quelques reliefs, quelques îles, etc. Et donc malgré tout, vous pourriez me dire, on a quand même une connaissance de cet environnement sous-marin. On n'en est pas à 5% ou 15%. Et en fait, ces cartes-là sont obtenues par satellite. Donc on se base sur des anomalies magnétiques qui sont perçues par les satellites. Et à partir de ces anomalies-là, on arrive à percevoir à travers l'eau des reliefs, puisqu'en fait la masse terrestre crée des anomalies magnétiques qui sont perçues comme ça dans l'espace. Donc on arrive à créer des cartes qui sont relativement incertaines, avec très peu de précision finalement, sauf à l'échelle planétaire. Mais bon, on voit quand même qu'il y a des choses intéressantes, hein. Malgré le Brexit, on est quand même sur le même continent que les Anglais, puis on est quand même très séparés des Américains. Voilà. Mais en tout cas, très localement comme ça, si je zoome sur la carte, tout devient flou, on a très peu de certitude sur les fonds. Alors là, je donne une autre image ici qui a été tirée par des sonars lors de la recherche de l'épave de l'avion de la Malaysia Airlines qui a été perdu, on ne sait toujours pas où il est, qui probablement se trouve dans le fond de l'océan Indien ou quelque part au Cambodge. Bon, il y a plusieurs théories à ce sujet. Toujours est-il que ça a levé beaucoup de fonds de la part de plein d'actionnaires, des Américains et puis des Asiatiques, pour venir mettre à l'eau des moyens importants de cartographie, et notamment des robots sous-marins, et cartographier la zone. Et donc là, je vous montre, alors dans le petit carré gris ici, vous voyez, vous devriez reconnaître la silhouette de l'Australie, et le petit carré rouge à côté, c'est la carte qui est sur la gauche de l'écran. Vous voyez, c'est une toute petite partie du monde. Et ce que vous voyez en couleur ici, c'est la zone qu'on pourrait caractériser comme connue désormais, quoi. Donc, tout le reste, c'est obtenu par satellite et c'est considéré comme inconnu. Donc on connaît très peu le fond de nos océans, sauf localement, comme ceci à certains endroits. Et là, ça a été motivé par la recherche d'un avion. Donc voilà, ça montre un peu que il faut des motivations particulières pour venir explorer les océans, parce que ça a beaucoup de coûts. Et petit à petit, on y arrive, il faut développer les moyens, mais on en est encore loin. Donc quand on dit parfois qu'on connaît mieux la surface de la Lune que celle de nos océans, il y a un peu de vrai quand même. Est-ce que vous m'entendez toujours bien à ce moment-là? Oui, ça va? Il n'y a pas trop d'écho? C'est nickel, ok. Donc, je vais quand même parler un peu d'histoire rapidement pour voir comment tout ça s'est mis en place. On va voir un peu les techniques. Alors, je ne serai pas exhaustif, juste rappeler globalement les principales étapes. Et bon, ça me semble naturel de commencer par cette expédition-là, HMS Challenger ici, qui a été menée par les Britanniques. Et donc, une corvette de la Royal Navy ici, qui est partie faire le tour du globe pendant bien 6 ans ici, 4 ans pardon ici, et qui est partie sur les mers pour faire tout un tas d'acquisitions. Donc notamment des acquisitions pour découvrir des nouvelles espèces aquatiques, comprendre les courants, les mouvements de température, ce genre de choses, et notamment faire des points de sonde bathymétriques, c'est-à-dire connaître un peu les profondeurs de nos océans qui étaient jusque-là inconnues. Voilà, une corvette scientifique, c'était déjà une première à l'époque. Et donc, pour mesurer la profondeur des océans, voilà, il n'y a pas 36 solutions à l'époque, on utilise ce qu'on appelle le fil à plomb. Donc on laisse tomber une masse dans le fond de l'océan avec une corde. Et une fois qu'on sent que la masse touche le fond, on la remonte et on compte du coup la longueur de la corde. Et des levées comme ça, il y en a eu des centaines de réalisées comme ça à travers le monde, sur 3000 jours de mission. Et on a pu comme ceci mesurer différentes profondeurs. Et c'était les débuts finalement de l'exploration sous-marine, à grande échelle. Et donc c'est à cette expédition notamment qu'on a découvert la fosse des Mariannes. Donc la fosse des Mariannes, c'est le point le plus profond dans le monde. Elle est située, alors vous la voyez ici un peu sur la partie droite de l'image, une fosse un peu courbe comme ça, qui est située au large des Philippines et du Japon, et dont le point aujourd'hui connu, on n'a pas la certitude, il y en a peut-être encore plus, mais voilà, le point le plus profond est situé à plus de 11 km de profondeur.
Et donc à l'époque, avec le Challenger, on l'a mesuré à 8 km de profondeur avec une corde. On y est revenu dans les années 50 avec un autre Challenger qui lui a mesuré ça par sonar avec un échosondeur en émettant du son et qui s'est déjà rapproché de la mesure la plus précise qu'on ait aujourd'hui. Alors c'est un point particulier puisque c'est le plus profond et forcément il motive un peu les explorateurs à descendre pour aller l'explorer. Et ça a été notamment la mission du Trieste ici, qui dans les années 60 a entrepris une longue descente vers ce point-là, qui s'appelle le Challenger Deep, en hommage au bateau. Et donc, ben voilà, ça c'est ce qu'on appelle un bathyscaphe, c'est-à-dire un sous-marin qu'on lâche et qui tombe jusqu'au fond, et qui remonte après. Donc c'est une mesure purement verticale de la zone. Donc, deux personnes ont embarqué à bord de ce sous-marin. Vous les voyez ici, c'est une photo qui a été prise à l'intérieur du sous-marin, donc c'est très petit, hein. En fait c'est la sphère que vous voyez en dessous, parce que les pressions sont colossales à 11 km de profondeur. Les pressions sont telles, on atteint les 1000 bars, les pressions sont telles qu'il n'y a pas 36 formes géométriques qui sont capables d'encaisser ces pressions-là. Et donc en fait il faut une sphère qui encaisse de manière homogène toutes les pressions de part et d'autre. Voilà, donc du coup les deux personnes devaient embarquer dans cette sphère-là pour descendre à cette profondeur. Il y a un Suisse, Jacques Picard, qui est le fils d'Auguste Picard, donc une grande famille d'explorateurs, voilà, qui entreprennent tout un tas de choses complètement déjantées, surtout pour leur temps. Et un militaire américain qui s'est glissé dans l'expérience, et donc qui est Don Walsh ici. Et donc l'objectif c'était à la fois pour le Suisse de réaliser cette performance d'exploration bien sûr, et puis pour le militaire américain de voir si la fosse des Mariannes ne pouvait pas être un bon terrain pour venir y déposer des déchets nucléaires. Voilà, puisque c'est loin de tout, 11 km de profondeur sous les océans, on est tranquille. Et donc ils ont embarqué tous les deux, et puis il y a eu une longue descente de 4 heures comme ça jusqu'au fond de la fosse, et ils ont atteint comme ça le point le plus profond. Alors pour la petite histoire, ces deux hommes-là ont le titre d'hommes les plus profonds du monde, voilà, c'est le titre qu'on leur donne, donc en 1960. Et donc, bien sûr, la coutume veut qu'on pose un drapeau à l'endroit où on vient explorer les fonds, ou les espaces, ou n'importe, ou les terres. Donc, bien sûr, le drapeau américain a été posé légèrement au-dessus du drapeau suisse, parce que c'est l'exigence de l'armée américaine. Mais Jacques Picard dira qu'au final, c'est le drapeau suisse, qui est le plus profond au monde. Donc voilà, ils ont descendu comme ceci, et puis en fait, ils ont découvert de la vie dans le fond. Même dans les parties abyssales, même à 11 km de profondeur, il y a quand même de la vie. Qui est bien différente de ce qu'on imagine, puisque les températures sont très différentes, la pression, j'en parle pas, et il n'y a pas de lumière non plus. Donc ça a été une surprise pour eux, et donc une surprise pour les Américains, qui du coup avaient plus de difficultés à pouvoir mettre leurs déchets au fond de l'océan. Donc là je vous mets un schéma du bathyscaphe très simple. Là, on voit en bas la sphère ici, dans laquelle embarquent les scientifiques, les deux hommes, et donc la partie habitable est finalement toute petite à l'échelle du sous-marin. Et donc le reste, c'est des réservoirs d'essence et puis des ballasts pour descendre comme ça au fond. Voilà, il y a eu d'autres descentes depuis, puisque évidemment c'est la course à qui va le plus profond, même si ça se joue maintenant à quelques mètres près. Et donc d'autres personnes sont descendues, comme James Cameron, qui était lui aussi descendu sur le Titanic. Voilà, il s'est aussi amusé à descendre là-dedans, mais malheureusement son bathyscaphe s'est arrêté quelques mètres au-dessus, il n'est pas tombé à l'endroit plus profond. Donc il n'a pas ce record-là, même s'il y allait tout seul, c'est déjà une performance en soi. Donc là je vous mets juste une photo de la fameuse sphère avec un homme à côté, vous voyez un peu la taille. Et voilà. Donc il y a d'autres véhicules qui existent habités pour venir explorer les fonds, qui ne vont pas aussi profond que le Trieste en tout cas, mais c'est déjà pas mal. Et en France, notre star un peu, c'est le Nautil ici que vous voyez, qui est encore utilisé aujourd'hui et qui se trouve à la Seine-sur-Mer, à côté de la Méditerranée, voilà, au sud de la France. Et donc lui peut descendre jusqu'à 6 km de profondeur, ce qui est déjà pas mal, et notamment pour descendre sur des épaves comme le Titanic. Voilà, c'est tout à fait accessible. Pardon ? Ah oui, il y a d'autres bathyscaphes aussi. Là, je peux malheureusement pas... Oui. Celui-là est encore en activité, il est relativement récent en fait, malgré beaucoup de maintenance qui est exercée. Et d'ailleurs, il est maintenu par l'IFREMER, l'Institut français de la recherche et de l'exploitation de la mer, donc, qui est éparpillé un peu partout en France, notamment dans le sud et à Brest. Et voilà, dans le sud, il dispose de beaucoup de véhicules comme celui-ci,
Et celui-ci, voilà, il se pose encore la question de le garder, parce qu'avec tous les moyens robotiques qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il est encore pertinent de faire descendre des hommes au fond des océans? Mais les scientifiques disent que voilà, rien ne remplacera l'œil scientifique en direct pour venir voir les choses. Donc il est toujours maintenu. Mais bien sûr, d'autres véhicules existent et ont existé par le passé. On cite également la COMEX. Donc je vous invite à regarder quelques robots, notamment le robot jaune là-bas qui est sur la table, le robot de la COMEX, qui également un robot habité du coup. Voilà, une maquette d'un robot qui est utilisé pour l'exploration également. Donc, voilà, plein de choses existent. Une autre vue du Nautile, alors vous pouvez peut-être distinguer au milieu la sphère dans laquelle embarquent les explorateurs, similaire à celui de Trieste, à nouveau, on a besoin d'une sphère comme ceci. Et alors, bon, une petite anecdote, hein, c'est quand le robot est descendu à plusieurs milliers de mètres de profondeur, comme ceci, donc dans le Nautile, il y a trois personnes qui y sont. Hein. Il y a un scientifique notamment, et puis un conducteur, un pilote, et bon, c'est un endroit qui est assez exigu, et donc à un moment donné, lors d'une descente, un des scientifiques a touché la manivelle finalement qui servait à refermer la trappe de la sphère, et donc s'est rendu compte que cette manivelle tournait, et donc je pense que c'est tout à fait naturel à cette profondeur-là d'avoir le réflexe de la fermer, parce que quand même, une manivelle qui tourne alors qu'on est en sous-marin, c'est même pas très rassurant. Et il l'a fait donc très profond au fond des océans. Et le problème, c'est qu'en remontant à la surface, il n'y avait aucune force humaine qui aurait été capable d'ouvrir cette manivelle à nouveau, puisqu'en faisant le serrage au fond des mers, il a finalement emmagasiné toute la pression qu'exerçait l'eau sur cette sphère-là, et qui avait du coup relâché le serrage finalement. Et donc en revenant en surface, impossible de les sortir les trois, parce que vous voyez la taille des fenêtres ici, c'est ridicule. Et donc, pas 36 solutions, parce que la manivelle est fermée de l'intérieur, hein, pas 36 solutions pour sortir ces scientifiques-là. Ils ont dévissé les hublots, vous voyez, et puis ils leur ont donné à manger et de l'eau, et puis ils leur ont dit de redescendre en bas, et de desserrer la manivelle en bas, voilà. Donc, bon, on imagine bien un peu le stress que c'est que d'ouvrir une trappe, on va dire, à quelques kilomètres de profondeur sous l'eau. Bon, toujours est-il que je pense que c'est une petite erreur qui se reproduira pas tout de suite. Donc voilà pour le Nautile, et puis pourquoi... Alors je vous montre pas tous les autres, on en a plein d'autres, hein, plein d'autres sous-marins comme ceci qu'on utilise, et puis les Américains, les Russes, etc. en ont beaucoup aussi de leur côté. En tout cas, bon, quelles sont nos motivations pour explorer les fonds? Alors bon, évidemment, il y a toutes les motivations liées à la découverte des océans, la biodiversité, les nouvelles espèces, comprendre aussi les mécanismes de courant, les transferts de température, tout ça. Plus fort? Ouais. Est-ce que là c'est mieux? Ah, moins vite, ok. Plus fort, moins vite, ok. J'ai peur d'être pris par le temps. Donc, très bien. Alors, quelle motivation? Je vous ai... Pardon? Non, j'ai pas dit ça. Bon alors, quelle motivation du coup pour explorer nos fonds? Donc, je vous l'ai dit, tout ce qui est océanographie, tout ça, hydrographie, comprendre un peu tout ce qui se passe, mais également d'autres motivations. Notamment des motivations liées au domaine militaire ici, mais qu'on ne connaît pas forcément, qui est la guerre des mines, c'est-à-dire non pas poser des mines pour aller attaquer quelqu'un, mais déminer un site. Et il reste beaucoup de mines en mer en fait. On le sait en particulier au large de Brest et au large des côtes françaises suite à la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, à Brest, quand on construit de nouveaux bâtiments, très souvent on retrouve des bombes sous les immeubles, sous les gravats, mais il y en a aussi tout à fait un grand nombre dans la mer. Et donc il convient aujourd'hui, c'est crucial, de venir retrouver ces mines-là et de les neutraliser. Et donc pour ceci, on utilise différents sous-marins, comme cette vue d'artiste ici. Alors les mines n'ont pas des petites mines comme ça, comme un virus, hein. C'est évidemment des choses beaucoup plus complexes. Et en particulier, on dit souvent que le mineur a toujours une longueur d'avance sur des mineurs, puisque l'objectif du mineur, c'est que sa mine ne soit pas détectée. Et donc souvent, il la déguise en cailloux, en roches, etc. Donc, voilà, la guerre des mines, c'est un domaine qui est tout à fait complexe et qui motive beaucoup de chercheurs aujourd'hui sur les techniques de reconnaissance. Donc là, dans ce cas-là, les robots sont du consommable, ce qui va vous paraître dingue, mais on a des robots qui coûtent excessivement cher, mais qui sont là pour venir exploser sur la mine, pour la neutraliser. Il n'y a pas d'autre technique pour réaliser cette guerre des mines. Donc je cite également tout ce qui est industrie pétrolière, bien sûr, ça c'est quelque chose de très développé en offshore. Donc vous voyez ici une vue d'artiste également d'un champ pétrolier,
complètement dingues, hein, complètement très étendues comme ceci, avec beaucoup de puits de forage reliés les uns avec les autres par des pipelines, etc. Et donc dans ce cas-là, il faut venir monitorer tout ça, installer les systèmes de pompage, et donc tout ceci se fait évidemment à distance avec des robots. Et également, quelque chose d'assez motivant, c'est tout ce qui est lié à la découverte d'épaves, à la recherche d'épaves, que ce soit des vieilles épaves de bateaux disparus ou des épaves plus récentes d'avions qu'on ne retrouve pas. Et donc là, je ne peux pas résister à vous montrer quelques images de ces épaves-là qui ont été découvertes plus ou moins récemment. Et notamment ici, bien sûr, le Titanic, l'épave phare, qui a été découverte ici dans les années 80 avec cette vue de la proue ici qui gît au large, donc en Atlantique Nord, à 3800 mètres de fond ici, et qui a été découverte à l'occasion d'une expédition qui a été menée par Robert Ballard. Donc le problème, c'est que pour mener une expédition pareille, il faut beaucoup de fonds, il faut beaucoup de moyens financiers évidemment et beaucoup de matériel. Et donc aucun organisme, malgré toute la motivation qu'il y avait pour retrouver cette épave-là, qui était une épave mythique, aucun organisme ne pouvait spontanément comme ceci venir faire cette exploration. Alors il y a Robert Ballard qui était un océanographe américain très connu et qui a réussi à conclure un deal avec l'armée américaine. Et il faut savoir que c'était dans le contexte de la guerre froide. Et donc les Américains avaient perdu 2 sous-marins, le Thresher et le Scorpion, qui restaient introuvables. Et donc le deal qui a été passé avec Ballard, c'est que si Ballard retrouvait ces 2 sous-marins-là, il avait ensuite carte blanche pour utiliser des moyens d'exploration et retrouver peut-être le Titanic. Du coup. Donc évidemment, il était très motivé à retrouver du sous-marin, ce qu'il a fait. Et pendant qu'il cherchait les sous-marins-là, les Français s'y sont mis aussi, l'Ifremer. Et l'Ifremer a couvert, comme ça avec des sonars, 80% de la zone estimée où se trouvait probablement l'épave. Et malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Et c'est l'Américain, après avoir trouvé les 2 sous-marins, qui a mené l'expédition et qui est tombé un jour par hasard sur une chaudière du Titanic et qui en a déduit comme ça en remontant un peu le champ de débris, qui a retrouvé un peu l'épave du bateau. Et donc la surprise à l'époque, ce qui a mis fin à 70 ans de débat sur comment avait coulé le Titanic, la surprise ça a été de le trouver en 2 morceaux, avec juste la proue ici, et avec la poupe introuvable, mais qui se trouvait en fait à 600 mètres de là, donc je vous la montre ici, qui a été découverte plus tard lors d'une autre expédition. Alors la poupe est beaucoup moins bien conservée que la proue, vous voyez, elle est complètement disloquée. En fait, elle est restée en surface plus longtemps, ça vous le savez probablement, et donc en coulant comme un bouchon, elle a coulé avec beaucoup d'air à l'intérieur, contrairement à la proue qui s'est lentement remplie d'eau et qui a coulé. La poupe, elle, a coulé avec beaucoup d'air et en arrivant sur le sol, donc il y a eu une implosion avec toute l'air, ce qui fait qu'elle a, vous voyez la coque là qui est complètement disloquée. Il reste plus grand chose. Donc voilà pour l'histoire du Titanic. Alors je vous montre aussi une autre épave qui est très similaire au Titanic, puisque c'est ce qu'on appelle son sister ship ici, qui est le Britannic. Le Titanic, en fait, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait 3 identiques. Celui-ci, le Britannique, il y a l'Olympique aussi, et le Britannique, lui, a eu un peu le même destin, même s'il a servi pendant la guerre en tant que navire hôpital. Voilà une autre épave en Grèce, là, qu'on retrouve ici. Dans tous les cas, le destin maintenant de ces 2 épaves-là, c'est la disparition prochaine, puisqu'on estime que d'ici 2025-2050, il ne restera plus rien de ces 2 épaves-là. Il y a des micro-organismes dans le fond des mers qui se chargent de transformer tout ça en d'autres choses, et puis les épaves commencent à disparaître. À chaque fois qu'on redescend sur le Titanic, on le voit changer différemment, et les ponts commencent à s'affaisser sur eux-mêmes et tout disparaît progressivement. Donc c'est aussi important pour l'aspect patrimoine, la culture, de venir explorer ces épaves-là et avec les moyens qu'on a aujourd'hui, de venir faire des acquisitions, que ce soit sonar ou visuel, de toutes ces épaves-là. Et donc c'est pas le cas de toutes les épaves, cela dit, puisqu'il y a une épave à Stockholm que je vous invite à visiter si vous passez en Suède. Alors à Stockholm, quand j'y suis allé, on m'a dit avant de visiter la ville, va visiter ce musée-là, donc le Vasa. Petite question. Oui. Alors, donc, s'il y a un micro. Donc la question, oui, je vous laisse la répéter. Oui, c'est tout à fait le problème. Alors en particulier, la question s'est vite posée sur le Titanic, puisqu'il y a eu un engouement suite à la découverte. Donc tout de suite, ça a intéressé beaucoup de milliardaires, forcément, qui ont eux seuls les moyens de descendre sur ce genre d'épave.
Et donc, rapidement, maintenant que la position était connue, même si elle a été longtemps cachée, elle est globalement connue, il y a eu des pillages du Titanic, et notamment des remontées d'objets en surface, des portes, des chaises, des miroirs, un coffre-fort, ce genre de choses. Et donc ça pose la question évidemment du respect des lieux. Alors, c'est pas le cas de tous les explorateurs, hein. Robert Ballard, qui est à l'origine de cette découverte, on va dire, lui respecte complètement les lieux et considère qu'il ne faut rien remonter de l'épave. Mais c'est compliqué de mettre des instances et une surveillance sur ce site et sur tous les autres sites. Donc le pillage est inévitable. Là, on parle du Titanic, hein, qui a 3800 mètres de profondeur. Il y a plein d'autres épaves qui sont beaucoup plus accessibles, en particulier par des plongeurs, et qui sont régulièrement pillées également. Même si aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à piller de ces épaves, puisque par le passé, voilà, les pillages ont déjà eu lieu. Mais ça, c'est des questions récurrentes. C'est tout comme au musée du Louvre, exposer une momie, voilà, ce genre de choses. Ça peut toujours poser des questions voilà, sur l'histoire et sur ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc, en tout cas, faire des modèles numériques des épaves, faire des captations vidéo, c'est sûrement le bon juste milieu pour garder une trace de tout ça et rester dans le respect. Donc, je reprenais le Vasa, qui est exposé à Stockholm. Alors, le Vasa, c'est une histoire assez particulière. C'est un très beau galion comme ceci. En fait, c'est le plus beau galion de son époque, puisque c'était l'objectif du roi de Suède, d'en faire un méga bateau pour venir vraiment impressionner les autres puissances européennes à l'époque. Et donc, l'idée, c'était de faire le bateau des bateaux, le plus beau des bateaux. Donc, beaucoup de sculptures, beaucoup de couleurs. Et il a demandé à ses ingénieurs de faire le maxi bateau, et puis les ingénieurs lui l'ont fait, et puis il a demandé à rajouter un pont supplémentaire de canon, parce que c'était quand même pas assez pour représenter la puissance de la Suède. Et donc voilà, le bateau est sorti du port de Stockholm. En quelques heures, il a sombré devant tous les ambassadeurs européens, parce que le bateau était surdimensionné malheureusement. Et voilà, un coup de vent, etc. Le bateau a coulé face au port de Stockholm. Et ce qui est intéressant sur cette épave-là, c'est qu'on est dans les mers du Nord qui ont très peu de micro-organismes qui viennent attaquer les épaves. Donc je vous parlais du Titanic qui, lui, va disparaître. C'est pas du tout le cas du Vasa ici, il n'a pas le même destin, puisque il est tout en bois malgré tout, mais il manque ces micro-organismes qui viennent attaquer le bois d'habitude, et donc il est extrêmement bien conservé. Là, l'épave que vous voyez là a été 300 ans plus tard retirée de l'eau complètement, c'est une opération assez incroyable, vous pourriez voir des vidéos sur internet, et mis sur Terre, à côté de Stockholm. Ils ont construit un musée au-dessus, et puis ça se visite, c'est absolument incroyable. On peut encore voir tous les détails du bois, elle est intacte. Il manque que les hauts des mâts qui ont été coupés par les Suédois, qui avaient trop honte de voir les mâts dépasser de l'eau, voilà. Et sinon, tout est encore là. Magnifique épave. Donc je ne vais pas toutes les lister, mais quand même une autre épave qui est intéressante, en particulier aujourd'hui, parce qu'elle motive la création de nouveaux moyens d'exploration, c'est l'épave de l'avion, de la Malaysia Airlines, du vol MH370, qui, selon il y a beaucoup d'histoires à ce sujet-là, mais voilà, vous pouvez voir ces deux bandes rouges ici, qui sont des conclusions tirées à partir des derniers signaux qui ont été envoyés, et puis quelques vues satellites, se trouvent soit dans une forêt cambodgienne, soit au large de l'Australie. Donc, ce qui a motivé évidemment beaucoup de recherches au large de l'Australie dans des conditions compliquées, puisque c'est des environnements qui sont très profonds. Et ce qui fait qu'en fait, même les navires hydrographiques classiques ne sont pas forcément adaptés pour cette exploration-là. Donc, il faut descendre avec des sous-marins autonomes et faire ces acquisitions-là complètement en aveugle et puis tout explorer. Bon, on n'a toujours pas retrouvé aujourd'hui, mais en tout cas, ça a motivé beaucoup de développement à ce sujet-là. Et donc, quelle solution? Donc là, je vous ai déjà montré je vous ai déjà parlé un peu de robots, de robotique, je vous en ai même montré quelques-uns. Eh bien, voilà, la première solution évidente, c'est le ROV ici. Donc, vous en voyez un sur la piscine en face, à côté de la cage. Le ROV, en fait, c'est un robot qui est opéré à distance. Voilà, à distance par un câble, parce que rien ne passe à travers l'eau, sauf ici c'est le cas idéal. On a quelques ondes qui passent, c'est pour ça que les sous-marins se pilotent, mais c'est parce que l'eau est douce ici, elle n'est pas du tout salée, et encore une fois, c'est à des profondeurs qui sont raisonnables, on va dire. Voilà, si on met les sous-marins dans la fosse de plongée là-bas, au fond de la fosse, on commence déjà à ne plus capter les signaux. Donc en mer, en tout cas, la question ne se pose pas. On ne capte rien, donc pas de GPS, pas de 4G, pas de Wi-Fi, très peu de lumière puisque c'est vite absorbé par les eaux.
Donc tout de suite, la robotique sous-marine devient compliquée. On n'est pas du tout comme en espace, où c'est très facile de se focaliser en percevant les étoiles et en essayant de comme ça détecter des astres lointains qui sont considérés comme des points fixes. Et on a du mal à communiquer avec nos robots puisque tout de suite les choses sont absorbées. Donc la solution la plus évidente, c'est de mettre un câble. C'est l'intérêt des ROV, donc c'est le câble que vous voyez ici à gauche. Et donc les ROV nous servent en fait principalement à faire de l'inspection. C'est-à-dire qu'on ne va pas explorer l'océan avec, on va aller actuellement à un endroit donné et faire une acquisition, vidéo, sonar, inspecter la surface d'un barrage ou explorer une épave. Les autres sous-marins, ce sont ce qu'on appelle les AUV. Donc AUV, c'est pour robots sous-marins autonomes. La différence avec l'Europe, c'est que là, on a coupé le câble. Voilà, il n'y a plus de câble ici. Le sous-marin est complètement autonome en soi. On le met dans l'eau, on appuie sur un bouton et il part faire sa mission pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs mois. Ça dépend du sous-marin. Là, vous en voyez un ici, un Bluefin, qui est un AUV relativement énorme déjà, et qui a été utilisé pour la recherche de l'épave de l'avion, notamment. Et donc, qui dit câble en moins dit intelligence artificielle, autonomie. Donc, il faut embarquer à bord non seulement des batteries, mais aussi toute une suite intelligente pour pouvoir réaliser la mission en fonction des aléas de l'environnement, en fonction de l'évolution du terrain, etc. Donc, ça suppose beaucoup de puissance de calcul et puis beaucoup de capteurs également pour percevoir l'environnement. C'est ça qui est très important en robotique. On a vraiment ce bouclage qui est fait entre ce qu'on appelle les actionneurs, tout ce qui est propulseur, ballast, etc. Les capteurs qui nous permettent de voir l'environnement, donc les sonars, les caméras, et puis tout ce qui est intelligence pour venir interpréter tout ça et boucler entre la perception et l'action. Donc je vous résume là sur une slide, les trois principaux types. Les véhicules habités, on a vu le Nautil, les véhicules piloguidés, les ROV, et puis les AUV ici. Bon, c'est les trois principaux types, il en existe d'autres, par exemple les gliders ici. Alors les gliders, c'est intéressant, je voulais quand même vous en parler. Ce sont des planeurs sous-marins, donc ils n'ont pas d'hélice, pas de propulseur, et pourtant ils sont capables de traverser des océans. Donc la technique, elle est simple, ce sont des torpilles comme ceci, qui ont des ailes. Alors là, vous ne les voyez pas trop, elles sont à l'arrière du robot. Et ils n'ont qu'un ballast. Donc ils vont remplir de l'eau à l'intérieur de leur corps, s'alourdir comme ceci, et en s'alourdissant, comme ils ont des ailes, ils se propulsent comme ceci, des vrais planeurs en fait. Et donc ils peuvent traverser comme ceci des kilomètres et des kilomètres. C'est très adapté pour des océans profonds, puisque plus la profondeur est importante, plus on peut traverser de kilomètres comme ceci. Et une fois qu'ils sont arrivés quasiment proche du fond, on vide les ballasts, on remonte et à nouveau comme ceci, on traverse des kilomètres et des kilomètres. On a fait des transatlantiques avec, ils sont utilisés notamment, donc ils peuvent naviguer pendant des mois et des mois, puisqu'en fait, vu qu'il n'y a pas de propulseur, il y a très peu de consommation énergétique, si ce n'est cette partie ballast pour emmagasiner de l'eau. Et donc on peut parcourir beaucoup de kilomètres de cette manière, et notamment faire des profils de température, venir récupérer des informations comme par exemple les courants, la salinité en mer, etc. On a plein d'informations de manière complètement autonome. Donc les gliders sous-marins et les robots semi-autonomes aussi, juste pour dire que tout ne rentre pas dans des cases, il y a quelques petites nuances qui peuvent être faites, même en robotique ici. Et donc je vous ai parlé des robots autonomes, des robots ROV, philo-guidés. Ici vous avez le ROV Ariane de l'Ifremer, qui est philo-guidé, vous voyez son câble derrière, et la particularité de ce ROV, c'est qu'il est capable de lui-même de venir sectionner son câble si jamais il y a un problème. Il est fait notamment pour venir explorer des falaises sous-marines, comme ça remonter le long de falaises, et puis s'engager dans des canyons, etc., dans des terrains qui peuvent être un peu accidentés, et donc il est capable, en cas de besoin, de venir couper son câble. Le câble, le fil d'Ariane, c'est pour ça, pour son nom. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, c'est les trois... c'est le nerf de la guerre en robotique autonome, c'est-à-dire les capteurs, les actionneurs, l'intelligence. Tout ceci se marie, donc c'est vraiment les trois thématiques principales. Et donc, aujourd'hui, une partie de la recherche en robotique sous-marine se concentre sur ces trois briques-là, sur comment les connecter entre elles pour pouvoir faire des missions autonomes et donc des robots autonomes en mer pour venir explorer les océans. C'est ça vraiment Et donc c'est ce que je fais à Brest avec les collègues. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, donc on n'a pas de quoi s'ennuyer. Je vous montre un AUV ici, qui est un AUV dont on dispose à Brest, l'AUV Dorade ici, qui est un AUV, donc un robot sous-marin autonome, géré à la fois par l'armée et par le SHOP, qui est en charge de réaliser les cartes marines.
Et voilà, les deux organismes ont eu la volonté de se fusionner un peu pour venir voir comment faire des cartes marines de manière autonome. Et donc ils ont commencé comme ceci à travailler sur l'AUV Dorade, qui est un AUV qui commence déjà à être en fin de carrière, hein, ça va vite, mais qui est bardé de capteurs et à ses débuts du coup était probablement l'un des AUV les plus performants au monde en fait. Donc voilà, on estime son coût à plus de 3 millions d'euros et bon, il fait la taille d'une petite camionnette. Je m'éloigne parce que je vais lancer une vidéo en fait. Et voilà, bardé de capteurs, donc de différents sonars, latéraux, multifaisceaux, etc. Et dont on se sert à Brest pour venir faire l'exploration de la rade de Brest notamment. Donc je vais vous lancer une petite vidéo juste pour capter votre attention, pour changer un peu de format. Bon, c'est une petite vidéo qui présente l'AUV. Alors, hop. Vous devriez le voir là, à l'écran. Donc c'est la mise à l'eau de Dorade. Donc ça a été un film qui a été fait par la marine ici pour montrer un peu le robot. Et on a quelques vues sous-marines également, on le voit en action. Voilà. Donc ça c'est un peu l'avenir hein, sur l'exploration des océans, naturellement. Le tout c'est de rendre ces systèmes-là complètement autonomes, malgré les courants, malgré la navigation en surface par exemple, lorsqu'il s'agit de remonter en surface, voilà, faire attention à tous les véhicules qui sont déjà présents, et puis bien sûr s'adapter au fond marin, ne pas heurter un fond, ne pas heurter une épave, etc. Il y a eu beaucoup de frayeurs avec ce robot-là, parce qu'il a beaucoup navigué, et voilà, il y a quelques anecdotes sympathiques à raconter à chaque fois, évidemment. Et donc celui-ci est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on ne le pilote pas, hein, ça vous l'aurez compris. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe en pratique? On va sur le bateau, on lui programme sa mission, il est lâché à l'eau, et puis on se retrouve tous autour d'un barbecue à l'arrière du bateau, le temps que le robot fait sa mission. Donc c'est assez cool pendant quelques heures, même si j'avoue qu'il y a quand même une partie d'adrénaline dans ce travail-là. Parce qu'on ne sait jamais s'il va vraiment retourner à la base, même si on a quand même des moyens de le monitorer. Donc je reviens ici sur la présentation. C'est l'AUV Dorade, et vous voyez notamment, je ne sais pas si vous voyez le curseur, ici là vous avez des antennes de sonar latéral ici qui nous permettent, on verra par la suite à quoi ça ressemble, qui nous permettent d'avoir des images un peu du fond qui sont très sympas. Donc ça c'est la vidéo, voilà la présentation, et les challenges maintenant. Donc je ne voyais pas vous parler de robotique sous-marine sans vous parler un peu d'acoustique, parce que l'acoustique c'est vraiment la base hein, de notre perception en sous-marin. Vous l'aurez compris, ce qu'il y a dans cette petite ligne-là, c'est vraiment le cas d'école, où on voit parfaitement bien. Je dirais aussi que le cas d'école, c'est la Méditerranée, les îles grecques, etc., où on a une visibilité qui est assez incroyable. Les lagons aussi, certaines îles en Polynésie. Ça, c'est vraiment on aimerait bien travailler là-bas, hein, mais voilà, quand on en parle à notre direction, et quand on parle un peu de faire des manips à l'île de la Réunion, en Polynésie, ils ne complètent pas trop nos arguments en termes de visibilité. Il doit y avoir d'autres arguments qui rentrent en jeu, donc malheureusement on est obligé du coup de faire avec nos mers à Brest, et voilà, c'est un petit peu moins sympa, mais bon, du coup on doit se reposer sur d'autres manières de perception, que sont et donc pas uniquement les caméras en optique, mais l'acoustique évidemment. Donc je vous présente très rapidement le principe, juste pour que vous puissiez un peu comprendre la suite des images, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le principe de l'acoustique c'est que vous avez un émetteur, donc c'est l'émetteur qui est à gauche ici, qui va émettre un son dans l'eau. C'est vraiment ça, un son. Et le son va se propager dans l'eau et va heurter un obstacle et va ensuite revenir vers le même émetteur qui fait office de récepteur, par exemple. Voilà. Et donc, comme on connaît la vitesse du son dans l'eau, on arrive à l'estimer assez précisément, et on est capable, comme ceci, de mesurer la distance qui a été parcourue par l'onde, et voilà, on a du coup la distance à l'obstacle. Ça vous semble, le principe il est assez simple. Et donc, voilà, les émetteurs, j'en ai un ici, alors c'est une petite céramique, hein, un piezoélectrique. Bon, il y en a parmi vous à qui ça doit beaucoup parler. Je peux le faire passer après dans les rangs si vous voulez. Donc c'est un petit composant ici qui, lorsqu'on le soumet à un courant électrique, vibre. Et en vibrant comme ceci, il va créer une petite perturbation dans l'eau, une onde qui va se propager. Voilà. Bon, un sonar, c'est pas juste un composant comme ça, il y en a des centaines en fait. Et voilà, les ondes se propagent comme ceci. Je vous le fais passer peut-être. Et donc après, c'est une question de puissance à l'émission et de vibration, c'est-à-dire les fréquences. Hein. Est-ce qu'on vibre très rapidement ou très lentement? Et bon, c'est une dualité un peu à trouver, c'est-à-dire que plus on est en haute fréquence, plus on aura des images en sonar qui seront résolues avec une bonne précision, une bonne résolution. Mais moins on ira loin en fait sur la propagation de l'onde. Alors que la basse fréquence, voilà, on va beaucoup plus loin. On peut même rentrer dans les sédiments, rentrer dans le sous-sol sous-marin en basse fréquence, et donc voir par exemple ce qui se trouve
sous le sable, mais on n'aura pas la même qualité d'image au final. Très rapidement également, bon, les lois de l'optique, je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'optique, mais c'est quand même intéressant, juste pour comprendre que l'acoustique sous-marine, c'est quand même une science assez compliquée. On a un chercheur à Brest qui est spécialisé dans le domaine, qui a quelques attitudes un peu pessimistes, mais qui nous dit souvent que la science de l'acoustique sous-marine, c'est une science d'humilité, sinon de désespoir, parce que souvent, quand il faut traiter un peu les images sonores, on a du mal un peu à comprendre ce qui se passe, ou en tout cas à interpréter les choses. Et donc là, sur cette slide, je vous montre comment, déjà, le premier problème qu'on a, c'est les aspects de propagation du son dans l'eau, et en particulier la propagation liée au changement de milieu. Donc là, je récupère une perche ici, hop, et je vais la mettre dans l'eau. Vous devriez l'avoir cassée là, normalement. Donc c'est exactement ce qui se passe en acoustique. Donc là, c'est juste c'est le problème poussé à l'extrême, mais en acoustique, ce qui se passe, c'est qu'on a des changements de milieu, et à chaque changement de milieu comme ça, selon les indices, on a soit des ondes qui sont légèrement déviées comme ceci avec le milieu, soit carrément qui sont réfléchies. Donc c'est ce que vous avez là sur la slide, en fonction de l'orientation de l'onde comme ça à l'interface entre ces deux milieux-là. Soit vous avez une déviation, soit vous avez carrément un rebond de l'onde sur la surface. Alors évidemment, en sous-marin, on n'a pas de changement de milieu entre l'air et l'eau, comme c'était le cas ici avec la perche, mais on a quand même des changements de milieu qui sont progressifs en fait, et qui sont dus à des évolutions de température ou de pression le long des couches d'eau en fait. Si vous descendez dans le fond de l'océan, vous n'aurez pas les mêmes pressions, vous n'aurez pas les mêmes températures, et donc en fait ça correspond à des changements de milieu progressifs comme ceci. Et en fait, la vérité à côté, c'est que les ondes ne se déplacent pas en ligne droite. Voilà, c'est tout le problème. Et on n'a pas du tout de manière simple de modéliser les déplacements d'ondes comme ceci. Donc, les ondes ne se propagent pas en ligne droite, donc pour calculer des distances ou faire des images, ça devient compliqué. Là, je vous montre, on ne le voit pas trop ici en termes de contraste, mais vous pouvez imaginer une propagation d'une onde à gauche de l'image bleue ici. Vous voyez un point relativement noir. Et voilà, des émissions d'ondes comme ceci, et en fonction des températures, tout ça, et des différents coefficients, on a des propagations complètement aléatoires, comme ci, sinusoïdales. Et dans certains cas, ça nous arrange, comme ici sur cette slide, c'est ce qu'on appelle le canal SOFAR, donc c'est un canal assez particulier, souvent situé à 300 mètres de profondeur, qui nous permet de communiquer très très loin dans les océans. Et quand je dis très très loin, ça peut être à travers des centaines, des milliers de kilomètres. Et sinon, on a d'autres cas ici. Alors ça, il y a une petite anecdote là-dessus. Ce sont des zones aveugles. Alors là, ça c'est une illustration de ce qui se passe dans les océans Atlantique et Pacifique. On a une émission d'une onde tout en haut à gauche de l'image bleue. Et lorsque l'émission se fait de manière horizontale comme ceci, à cause donc, de cette déviation, comme je vous ai dit, l'onde en fait va avoir tendance à plonger comme ceci. Elle va plonger très bas et puis elle va remonter après. Et c'est ce que vous voyez ici, vous les voyez, ces courbes qui plongent et qui remontent. Et concrètement, en quoi ça nous intéresse? Si vous êtes situé au point qui est en haut à gauche, ici, et que vous êtes par exemple un navire militaire, s'il y a un autre sous-marin par exemple qui se trouve sur la même couche d'eau que vous, mais à 60 km de là, c'est-à-dire lorsque les ondes remontent, d'accord, le V que ça fait ici, en haut ça fait 60 km de distance. Si vous êtes à ce point-là, vous entendrez le sous-marin. Si le sous-marin s'avance vers vous, vous ne l'entendrez plus. Voilà. Alors qu'il s'est rapproché de vous quand même. Parce qu'en fait, les ondes qui sont émises par ce sous-marin-là suivent cette courbe-là, comme ceci. Et donc, s'il est dans la bonne configuration, vous l'entendez. Et vous voyez que c'est périodique. Donc, tous les 60 km, comme ça, vous êtes en mesure d'entendre ce sous-marin-là. Mais sinon, vous ne serez pas en mesure. Donc voilà, c'est un peu technique. Pardon? Est-ce que je suis sûr de l'entendre? Oui, alors l'exemple du sous-marin est peut-être mal choisi. On va dire un sous-marin qui émet. Voilà, après ça dépend de si c'est un bon sous-marin, s'il est vraiment passif et que rien n'est détecté. Exactement, voilà. Être le plus silencieux possible. En tout cas, les sous-mariniers connaissent très bien ce genre de phénomène-là, parce que c'est le monde du silence, et en particulier le monde des petites perturbations, des petits bruits ici, parce que tout compte ici, notamment. Et donc, c'est un peu technique, mais c'était juste pour vous montrer que l'acoustique sous-marine, c'est quand même très compliqué, mais on n'a que ça. Voilà, on n'a que ça. Cela dit, il y a quand même des intérêts, c'est le milieu dans lequel ça se propage, qui est dense. L'eau, c'est très dense par rapport à l'air. Et donc, les choses se réverbèrent très très vite. Tout va très très vite. La vitesse du son dans l'eau,
est 5 fois plus rapide, 5 fois plus grande que celle dans l'air. Dans l'air, on est à 350 mètres par seconde, dans l'eau, on est à 1,5 km, ça va très vite, et ça va très loin, parce que le milieu est dense comme ça, donc le signal se propage d'une très bonne manière. Donc, vous comprenez bien que plus le milieu est dense comme ça, plus les ondes se propagent facilement. Là, si je parle et qu'on va dehors, on m'entend plus, même si on ouvre les fenêtres. Alors que voilà, les Indiens, pour ceux qui ont lu Lucky Luke, collaient leur oreille sur les rails des trains pour les entendre à des kilomètres. Enfin voilà, c'est beaucoup plus dense. Donc voilà. Donc c'est ce qui est utilisé pour faire l'exploration. Et je vous parlais de portée, juste un exemple qui est assez frappant, je trouve. C'est un test qui est un test scientifique qui a été réalisé dans les années 90 et qui est le test de Heard Island ici. Donc c'est une île, vous voyez, qui est un peu à côté de la Réunion ici, donc un peu au nord de l'Antarctique. Vous la voyez au centre de la carte. Et voilà, ils ont émis un signal de très basse fréquence et avec une énorme puissance. Et ils ont vu jusqu'où on pouvait le percevoir. Et donc, vous voyez en bleu les chemins de propagation des ondes et en rouge les sites où l'onde a été entendue. Et bien, vous voyez qu'elle a été entendue partout à travers le globe, sur les deux faces du continent américain et même au large de l'Afrique, etc. Partout. C'est une onde qui était très basse fréquence. Alors, bon, c'est très polémique parce que pour la faune locale en Antarctique, vous imaginez bien le problème. Mais en tout cas, ça a démontré qu'en acoustique, on est capable d'atteindre des portées qui sont considérables. Voilà. Après, encore une fois, c'est une question de résolution sur les attentes. Et donc, voilà. Et ça, c'est ce qui se produit pour plein de phénomènes, pas forcément humains, mais par exemple, le tsunami en Indonésie, voilà, les ondes que ça a générées ont fait plusieurs fois le tour de la Terre, ça a été mesuré. Donc tout ce qui se passe à l'échelle du globe comme ceci, voilà, tout se réverbère et donc, ça génère autant de bruit d'ailleurs dans les perceptions sonores. Bon, je ne vais pas rentrer davantage dans ces détails théoriques. Maintenant, je vais vous montrer du son. Voilà, moi c'est l'intérêt ici de cette petite introduction théorique. Donc les perceptions par sonar. Donc là, je vous montre des images qui ont été acquises par la UV Dorade que je remets ici à nouveau. Oui, question? Alors, est-ce que l'Ifremer a participé aux dernières recherches de la minière? Je ne sais pas exactement si l'Ifremer y a participé. En tout cas, ce sont les Américains qui, du coup, ont trouvé le fin mot de l'histoire et qui ont retrouvé l'épave. Parce que aujourd'hui, voilà, tout est business, et en particulier les Américains ont compris l'idée, et donc se sont organisés pour créer des entreprises qui proposent l'exploration de... Donc juste la Minerve, pour un détail, c'est... Ah merci. La Minerve, tout le monde l'a eu, la petite céramique? Oui. Non? Non? Ah, il faut quand même que tout le monde voit la petite céramique. Donc la Minerve, c'est un sous-marin qui a disparu au large de Toulon et qui a été, avec tout son équipage, un sous-marin français. Et donc, comme on disait, il n'a jamais été retrouvé jusqu'à, il y a 2 mois, je sais plus, assez récemment, en septembre, je crois. Et il a été retrouvé par des Américains. Donc en fait, les Américains s'associent pour faire des organismes et proposent au ministère des Armées, en l'occurrence, pour une certaine somme, s'engagent à retrouver l'épave. Donc ça, c'est pour ça que les Américains ont retrouvé, c'est parce que ils s'organisent de cette manière-là. On aurait les moyens de le faire, on a la technologie pour le faire, mais on n'a pas ce côté business qu'ont les Américains comme d'habitude. Donc du coup, voilà, la raison pour laquelle... Donc ils ont des gros moyens, et en fait leurs moyens, ce sont des robots sous-marins autonomes comme celui-là, qui déploient comme ça en mer et qui très rapidement sont capables de retrouver des épaves comme la Minerve. Voilà, donc c'est vraiment sur ça qu'il faut qu'on s'oriente pour tout ce qui est exploration. Donc je vous montre une image. Alors oui, une petite... Allez, je vais essayer de vous réveiller un peu. Oui, il y aura une dernière question. Oui. Alors, tous les appareils, c'est-à-dire le robot autonome ou le sonar? Oui. Oui. Alors, ça, ce sont des sous-marins d'exploration. Ils sont malheureusement d'aucune aide, puisqu'en fait, ils ne sont pas du tout habités. Ils sont d'une aide pour venir retrouver une épave, bien sûr, mais c'est pas eux qui vont secourir l'épave à proprement dit. Là, c'est plutôt des sous-marins du type DSRV là, qui viennent se coller sur la coque du sous-marin et qui viennent récupérer des équipages, ce genre de choses. Voilà. Là, on est vraiment dans l'exploration exactement. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout. Donc là, je vais
Vous montrer des images obtenues par sonar, vous voyez quelques petites images intéressantes. Bon, je vous fais un petit quiz ici, alors malheureusement on voit peut-être pas très bien les contrastes. Ce que vous voyez là, c'est un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire que c'est le fond d'une mer qui a été obtenu par sonar. Donc, bon, les couleurs sont choisies pour montrer un peu les différences de niveau, de profondeur. Donc le bleu c'est le plus profond, le rouge c'est le plus élevé. Et alors je sais pas si vous voyez bien ici, mais vous voyez des petits traits apparaître sur le rouge notamment, des traits jaunes, ça. Vous voyez ces marques ici que vous voyez. Bon, là, bon, j'avoue, je n'ai pas mis l'échelle, hein, mais les traits ici font quand même plusieurs mètres de large. D'accord. Alors selon vous, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui a pu créer ces traits-là dans le fond de la mer? Est-ce que vous avez une idée? Alors ce ne sont pas des câbles parce que ce sont des trous. Les traits qu'on voit là, ce sont des creusements. Comme vous voyez, ce sont des traits jaunes sur un fond rouge, ce qui veut dire que ce sont des crevasses en fait. Donc ce ne sont pas des câbles qui sont enfouis. C'est? Non, ce n'est pas du tout lié au câble. Non. Le câble, soit c'est propre, soit ça fait une bosse, mais en aucun cas ça fait ce genre de trou ici. La pêche. Alors, ce n'est pas la pêche, parce que là, bon, on va dire heureusement, ce sont des trous tellement énormes que si c'était la pêche, mais bon, on reviendra sur ce sujet. Des failles. Pardon, ça sort. Des failles géologiques? Non. Non, c'est l'échelle, c'est encore trop petit pour que ce soit des failles. Les failles, c'est beaucoup plus grand, donc c'est pas ça. Le courant marin. Alors, ça pourrait être le courant marin, mais les courants, souvent, ce sont des perturbations qui lissent les choses sur la surface, et donc ça ne crée pas comme ceci des perturbations vraiment très marquées, comme ceci. Oui. Donc pas de courant, pas de fleuve sous-marin, ce serait des choses beaucoup plus nivelées dans le sol, vous voyez. Ça pourrait créer des dunes, éventuellement des dunes de sable, ou des plaines, mais pas ce genre de... Là c'est quand même très marqué ici. Et voilà, bon, bah, je vais vous le dire, donc, ce sont des icebergs. En fait là, c'est une image qui a été prise dans une mer du Nord, des icebergs qui se sont détachés de la calotte glaciaire et qui ont dérivé. Et les icebergs étaient tellement grands qu'ils sont venus racler le sol, comme ceci. Et voilà, sur cette image-là, je ne sais pas si on voit mieux. Bon, ils sont venus comme ceci creuser des sillons dans le sol sous-marin, et donc on sait leur trace qu'on voit ici, qui est un peu liée au courant, c'est vrai, puisque ce sont des courants qui ont dépassé les icebergs, mais ce sont vraiment les icebergs qui ont creusé ici. Voilà, ça. Bon, c'était juste une petite anecdote ici. Je vous montre ici des images. Donc, en fait, toutes ces images-là sont tenues par multifaisceau, c'est-à-dire c'est un sonar qui vient balayer le sol comme ceci, comme un peigne, et qui vient, par acoustique, récupérer une image du fond. Ça ici, ce sont 4 berges qui ont été découvertes lors d'un TP étudiant à Brest, dans notre école. Donc, les étudiants ont embarqué sur un bateau, et on a remonté, pour ceux qui connaissent, c'est les Lornes, qui est la rivière qui se jette dans la rade de Brest. Et voilà, en passant, ils ont eu la surprise de découvrir ces 4 épaves-là. Donc on les voit pas très bien, mais vous voyez, ce sont des barges en fait de débarquement pour les munitions et les vivres qui ont coulé au fond de la rivière. Donc vous voyez 2 grandes barges comme ceci obliques, une autre à gauche, et en fait il y en a encore une 4e, on va dire en haut à gauche, qui a été renversée. Voilà. Les 3 autres sont dans le bon sens. Donc ça c'est des découvertes qu'on fait encore de temps en temps, comme quoi il y a encore beaucoup de choses à voir dans le fond, même à proximité de Brest. Ici, bon là on va pas trop le voir, mais c'est le but de cette image-là. L'épave du Golémine, qui est un navire de 1814, qui a coulé dans le goulet de Brest. Et alors là, si je vous montre cette image-là, qui est une image obtenue avec un sonar de très bonne résolution, donc un très très bon sonar, et bien malgré tout, vous ne seriez pas capable de découvrir, de situer où est l'épave. Je le dis parce que même des spécialistes ici, je l'ai déjà demandé, ne sont pas capables de voir où est l'épave sur cette image-là. C'est pour montrer à quel point l'acoustique, même avec des très bons capteurs, même avec ce qui peut vous sembler très résolu ici sur ce modèle de terrain, on a quand même des difficultés à percevoir les choses. L'épave se trouve ici, là. Vous avez, je ne sais pas si là, vous la voyez peut-être un peu mieux maintenant. Une épave du Golémine. Le petit rond à côté, à droite, ce sont 2 canons qu'on a retrouvés. Je vous ai mis une vue un peu à côté, mais vous voyez, la visibilité là, elle est quand même... elle n'est pas extraordinaire non plus. Et donc voilà, même si les épaves, même si on sait où elles sont, même si on les voit, en sonar, c'est très difficile à détecter. L'épave du Golémine, c'était l'exemple. L'épave ici, une autre épave qui elle est bien plus facile malgré qu'elle soit disloquée, à discerner ici. L'épave du Gobetas, ici, dans la pointe des Espagnols, pas loin de Brest également. Là, je vous mets quelques vues qui ont été obtenues par des plongeurs ici. Donc, ça vous donne un peu l'idée
de l'optique à cette profondeur-là. Vous voyez ici une chaudière, je ne sais pas si vous l'avez très bien, une chaudière de l'épave, et puis ici des membrures voilà, du bateau. Donc bon, c'est une épave qui a vécu, hein, les ponts se sont affaissés, etc. On voit les chaudières, les lignes d'arbres maintenant. Mais voilà l'idée. Donc là, je vous montre comment fonctionne un sonar multifaisceau. Donc ça, c'est un montage qui a été réalisé par une collègue à Brest sur notre navire hydrographique. Donc on a un sonar qui vient faire le peigne blanc que vous voyez ici. Hein. Donc c'est vraiment un peigne en surface et qui avance comme ceci. Ça vient scanner une zone réellement en envoyant des signaux acoustiques de cette manière-là. Et donc on obtient ce genre de modèle numérique à la fin. Voilà. C'est l'idée. Et donc là, l'image, elle est vraiment pas très parlante à cette distance-là, mais c'est l'évolution des techniques sonars pour la perception d'épaves. Vous allez de gauche vers la droite et vous allez voir que la résolution est de mieux en mieux, vraiment elle devient meilleure à la fin, parce qu'on a des sonars qui sont beaucoup plus performants et des méthodes, des algorithmes pour venir traiter nos données sonars voilà, de manière plus fine. Une autre épave, la Swansea, qui est au large de Camaret également. Donc bon, ça c'est des dessins qui ont été réalisés par des plongeurs, donc c'est toujours intéressant aussi de venir comparer voilà, la perception que font les plongeurs avec ce qu'on obtient par image sonar. Bon, je vais pas, on en a plein, on a un beau terrain de jeu à Brest, hein, c'est vrai, hein, des épaves de toutes les époques et puis de tous les styles. Et alors, bon, on va passer maintenant sur un autre type de sonar qui est assez intéressant et qui fait de belles images souvent, mais qui est un peu compliqué à comprendre. Donc là, je vais vous demander juste d'imaginer un peu la propagation des ondes dans l'eau. C'est ça qui est important. Vous avez une source, vous avez les ondes qui se propagent. Donc ça, voilà. Et le long de la propagation des ondes dans l'eau, les signaux acoustiques rencontrent des obstacles et donc sont arrêtés par ces obstacles-là. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Là, je vous montre une image. Bon, je pense que... Alors, j'ai un zoom ici. C'est une image qui a été obtenue par un sonar latéral. Donc, latéral, ça veut dire que c'est un sonar qui émet sur les côtés. D'accord ? Le sonar ici, vous imaginez, il est passé à droite de l'image, d'accord, au niveau de la plante verte, à droite. Il est passé verticalement comme ceci, il a émis sur son côté d'abord, d'accord. Et ça, c'est la perception qu'on en a faite. Alors, je vais vous faire la devinette de ce que c'est, mais peut-être que vous allez avoir du mal à reconnaître un peu la forme qu'on voit là. C'est un objet qui est posé sur le sol. Est-ce que vous arrivez à avoir une idée de ce que ça peut être comme objet? En fait, dans l'image sonar, au latéral en particulier, toute l'information est donnée par l'ombre qui est générée. Lorsque le signal part de l'émetteur, il va traverser des objets et donc certaines parties de l'ombre vont être arrêtées par les objets. Le fait que ce soit stoppé là, ça veut dire que ça ne parvient pas au récepteur sonar et donc ça se traduit par une ombre noire ici sur l'image. Donc tout ce qui est ombre en fait nous donne une information sur l'objet qui est à voir ici. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Vous avez une idée? Une encre, très bien. C'est une encre marine qui est posée debout sur le sol ici. Exceptionnellement, qui est tombée et qui est restée droite sur le sol. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, bon j'ai pas le pointeur laser ne marche pas, mais voilà, on voit un peu la forme que ça montre. Donc vraiment les images au sonar latéral, c'est les ombres qui font tout. Et alors là, bon, là je vous montre l'Erika. Donc on a été sollicité pour venir faire une image sous-marine de l'Erika. Alors c'est pas moi, hein, parce que c'était il y a... Je pense que j'étais né, mais c'était déjà il y a plusieurs années. Suite au naufrage de l'Erika, il était important de voir si l'Erika posait encore un problème pour la navigation. Parce que il y a quand même son château qui est assez haut, il a coulé, voilà, sans parler de tous les rejets pétroliers d'essence, il y a quand même l'aspect sécurité en navigation qui est important. Et donc là, ce que vous voyez sur l'image, c'est la poupe de l'Erika, la partie arrière, qui est bien conservée évidemment, puisqu'elle a coulé toute seule. Et on peut distinguer son chapiteau sur la droite, et puis on peut distinguer aussi sur le sol, vous devriez voir des sortes de petites vagues, des ondes là comme ceci, donc a priori ce serait lié voilà, au déversement de pétrole. Donc l'image a été obtenue par un sonar latéral. Il faut imaginer que le sonar latéral circulait tout en haut de l'épave. Alors je ne sais pas si vous voyez mon curseur, vous voyez là? Hop. Le sonar en fait est passé comme ceci au-dessus là. Voilà. Ça c'est la trajectoire du sonar. Je vous montre là. La trajectoire du sonar, c'est la flèche blanche comme ceci. Et donc le sonar, il était tracté par un bateau. Donc c'est ce qu'on appelle un poisson remorqué, c'est-à-dire qu'on tracte derrière le bateau le sonar, c'est une sorte de flûte, d'accord, et on le tracte au-dessus de l'épave. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Et en fait, c'est probablement la plus belle image de l'Erika qu'on ait parce que il se trouve que le sonar, les pilotes ont vu le sonar approcher dangereusement de l'épave et du château de l'épave.
Et donc ils ont pris la décision rapidement d'accélérer pour venir rehausser le sonar, parce que bah, plus on va vite, plus le sonar remonte dans l'eau, d'accord, il est tracté mais il est entre deux eaux. Et donc en allant plus vite, le sonar a remonté comme ceci, et bah, le câble s'est tendu, on a une image sonar qui est parfaite ici, enfin, on n'aura pas mieux en tout cas. Très belle image de l'épave de l'Erika. Donc je vous parlais ici des petites, voilà, les petites ondes ici qu'on voit qui seraient a priori liées à bah, tout ce qui est pétrole dans la zone, et puis bah, le château ici de l'épave. Voilà. Et donc bah, je vais vous montrer une petite vidéo en 3D, juste pour que vous puissiez vous faire une idée de cette épave. Alors des textures ont été rajoutées. Ça c'est un traitement qui a été fait par un collègue ici, donc c'est à partir du même jeu de données, hein, d'accord. Donc c'est l'image que vous avez vue précédemment, on en tire cette vidéo là. Et donc voilà, on tourne autour, et alors là si je stoppe là ici, vous devriez voir cette fameuse ombre là. Donc en fait ce qui se passe c'est que le sonar, lui, le latéral, il est passé à cet endroit là, d'accord. Il a émis des ondes à cet endroit là, les ondes se sont réverbérées sur l'épave, c'est la perception de l'épave qu'on a. Et bah, bien sûr, c'est comme en optique, hein. On a cette ombre-là qui apparaît et qui nous donne en fait une information sur la silhouette de l'épave qui est souvent plus riche que la perception de l'épave en elle-même, ici. Voilà, donc si je relance la vidéo, vous voyez un peu le... Bon, tout ça c'est très lié au sonar, c'est très technique, mais c'est ce genre de choses qu'on voit rarement quand on parle d'archéologie sous-marine ou d'exploration sous-marine. On voit souvent des robots avec des caméras, on voit souvent de l'exploration avec des archéologues, de la poterie, beaucoup de choses comme ça qui sont très photogéniques, et on voit assez peu ce genre de détails, donc je trouve intéressant de vous en parler aujourd'hui. Voilà, bon, c'est pas... Donc ça c'est pour la partie Erika, je reviens ici. Et voilà, bon, bah, d'autres perceptions, alors je peut-être pas trop, je regarde un peu l'heure, il faut me dire hein, si je dois m'arrêter, hein, Nicolas, parce que bon, je vois que personne n'est encore trop parti, donc je continue. Donc là, l'épave de la Meuse ici en baie de Douarnenez, bon, c'est une épave qui a beaucoup vécu, puisque là on voit les deux lignes d'arbres ici, hein, vous voyez carrément les lignes d'arbres qui sont apparentes. C'est quand même, et ici vous voyez un sillon qui est en fait le câble qui relie l'ancre qui est encore visible ici. Voilà, donc on a beaucoup d'informations. On a aussi des choses intéressantes comme ici les rives de sable. Voilà, qui sont des phénomènes sous-marins qui apparaissent et qui font des choses, voilà, c'est assez joli à regarder. L'épave du Gobetta, à nouveau qu'on avait vu précédemment, multifaisceau, bon ça c'est un autre exemple. Bon, vous aurez compris un peu la technique, quoi. Là c'est la même chose en vue 3D. Voilà, donc autant d'épaves. Bah, les petites questions, elle est facile celle-ci, hein, c'est une épave qui a été observée en mer Baltique. Alors bah, celle-ci elle a eu un peu la même chance que le Vasa, puisqu'en fait dans cette partie-là, il n'y a pas d'organismes qui viennent trop détériorer les épaves, donc elle est relativement intacte. Et donc, bah, encore une fois, c'est l'ombre de l'épave qui donne toute l'information. Donc, selon vous, qu'est-ce que c'est comme épave? Alors, c'est facile, ça. Si vous avez trouvé l'encre, vous devriez trouver celle-là quand même. Un remorqueur. Alors, qui dit remorqueur? Pardon? Et... Ah, c'est... mais ouais. Mais moi j'en ai un aussi, non. Ouais. Merci. Donc selon vous, un sous-marin, c'est ça. Un sous-marin, tout simplement. Donc voilà, on voit bien ici hein, la silhouette obtenue par multifaisceau. Donc on parlait tout à l'heure des icebergs et peut-être des impacts de la pêche. Donc bon, forcément quand on perçoit un peu les fonds des océans, on voit des choses. Et on voit des choses bah, qu'on n'imagine pas forcément, ou en tout cas qu'on ne voit pas quand on est en surface. Et donc bah, faire de la robotique sous-marine et de l'exploration des fonds marins, c'est être aussi aux premières loges de ce qui se passe dans le fond des océans. Et notamment ici la pêche et les dégâts qui sont causés par la pêche. Donc ici, ce que vous voyez à droite de l'image, c'est un sonar latéral encore une fois. Le sonar latéral ici est passé au milieu de l'image, d'accord. On voit sa trajectoire en blanc au milieu, et donc a émis de part et d'autre, bâbord et tribord. Et on voit ici une drague qui est venue racler le fond comme ceci. Et bon, c'est un montage qui a été fait avec un navire en surface, hein, évidemment, pour qu'on puisse percevoir en même temps le sonar latéral et la drague voilà, en action. Et on voit du coup les effets sur le fond de l'océan. Je vous montre ici une autre image, donc cette fois-ci elle est tournée de 90 degrés, où ce sont 4 dragues qui viennent racler comme ceci le fond des mers. Donc, bon, je ne viens pas parler des pêcheurs, etc., mais c'est quand même intéressant de noter ce qui se passe dans le fond.
Et on n'a pas toujours l'occasion de voir la réalité des choses. Il faut savoir qu'en mer Baltique, par exemple, on dit que chaque centimètre carré du fond de la mer est impacté par ces dragues-là chaque année. Donc chaque année, le fond est complètement... voilà. Donc, forcément, en termes de biodiversité, bon, c'est une catastrophe. Et puis, voilà, donc il faut aussi réfléchir à ça, voilà, peut-être réfléchir à notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Je ne parle pas des pêcheurs, je parle de la base déjà, sur le mode de fonctionnement de chacun, sur la partie alimentation, la demande qui est faite à la base, et bah voilà, réfléchir aux impacts qu'on a dans le monde, et notamment dans le monde sous-marin. Alors c'est vrai que, bah, comme l'espéraient les militaires américains qui sont descendus dans la fosse des Mariannes, hein, c'est loin de tout, on ne voit rien, donc ça ne nous impacte pas, mais en fait, les choses sont là, et puis bah, là en particulier, on n'est pas à 11 km de profondeur, on est beaucoup plus proche de la surface. Donc, ceci étant dit, donc quel est le futur un peu, je vais essayer de conclure parce que sinon ça... Voilà, donc je vais conclure rapidement. Hein. Le futur bon, de tout ce qui est archéologie et exploration, là, vous l'aurez compris dans cette présentation, on n'est pas vraiment dans l'aspect inspection, récupération d'objets sur les épaves, etc. On est plus dans la découverte, dans l'exploration générale, voilà, retrouver une épave. Et donc en particulier, bah, voilà, je me dois de vous parler de l'épave de la Lune ici, qui est donc pour dire qu'on a plongé sur la Lune, hein, ça c'est quand même incroyable. L'épave de la Lune a été découverte, alors si je ne me trompe pas, fin des années 90 il me semble. C'est une épave du XVIIe siècle qui en fait rentrait d'Algérie avec, voilà, suite à des conflits en Algérie, rentrait au royaume et qui en arrivant au port de Toulon n'a pas été bien accueilli puisque bah, on les soupçonnait, donc c'est un galion qui était très très chargé, hein, c'est-à-dire que ils ont embarqué beaucoup trop d'hommes par rapport au chargement initial parce qu'il était question de quitter très rapidement Alger. En arrivant au port de Toulon, on leur a dit que très probablement ils étaient source de peste, etc. Donc ils n'étaient pas les bienvenus dans le port. Donc on a laissé l'épave en rade de Toulon et elle a fini par se disloquer, sombrer complètement comme du marbre, comme ils l'ont dit à l'époque. Et il y a très peu de survivants de cette épave-là, tout le monde a péri. Quelques-uns ont réussi à regagner une île à côté et sont morts de faim sur l'île. Donc c'est une histoire tragique et en fait ce qui est un peu plus sympa, en tout cas pour les archéologues, c'est que l'épave a été retrouvée fortuitement avec un test d'un robot qui a laissé ses capteurs allumés comme ceci en rentrant au port et hop, là d'un coup ils ont découvert ce tumulus. Donc en fait les épaves qui ont vécu finissent par former un tumulus comme celui-ci, c'est-à-dire qu'avec les courants, les sédiments, tout ceci, bah, ça vient recouvrir l'épave et former une bosse comme ceci. Et là en particulier, bon, bah, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, hein. C'est une épave puisque sur le tumulus vous voyez des choses, vous voyez ces petits segments qui apparaissent, et bah, ce sont les canons de l'épave qui sont encore visibles à même le sol. Donc là on voit directement une épave voilà, du XVIIe, prête à être explorée. Donc c'est vraiment le terrain de jeu idéal pour les archéologues, voilà, c'est vraiment leur épave favorite. Et donc bah, c'est l'occasion de faire des partenariats avec d'autres universités, notamment l'université de Stanford ici aux États-Unis, qui ont décidé de travailler sur un robot humanoïde comme celui-ci. Alors on dit demi-humanoïde, parce qu'en fait il n'y a que le buste, la tête, les bras, pas de jambes. Et donc, alors c'est un rove, comme celui qui est là-bas, il est un peu plus stylé celui-là, on est d'accord. Il a une tête et des bras pour pouvoir en fait permettre aux plongeurs et aux archéologues de s'identifier sur le site directement et voilà, se mettre en condition. Et donc, bah, c'est un objet de recherche, hein, il y a plein de travaux de recherche qui sont faits sur, par exemple, les retours d'efforts qui sont faits dans les pinces, pour que les archéologues, en mettant des gants, sentent les objets que le robot est en train de saisir sur l'épave. Voilà, donc il y a tout un travail de recherche qui est fait avec ces chercheurs américains, et qui bah, sont faits main dans la main avec les archéologues pour venir essayer de préserver et, voilà, tout ce qui reste de cette épave-là. On le voit à l'action ici sur le fond. Et enfin, je terminerai par l'histoire de la Cordelière, la Marie Cordelière ici, qui a coulé en 1512 au large de Brest. Donc en fait, c'est le navire, c'est un navire emblématique pour la Bretagne, parce que c'est le navire amiral de la flotte de l'époque. Et bah, c'est une histoire assez particulière, parce qu'il y avait une grande réception à bord, il était accosté à Brest, à côté du château, et grande réception à bord, beaucoup d'invités, beaucoup d'argenterie, et dans le même temps, les Anglais qui attaquent Crozon et qui s'approche du goulet de Brest et qui s'apprête à attaquer Brest. Donc l'alerte a été donnée jusqu'à Brest et bien sûr il a fallu engager le combat et donc c'est ce qui a été fait ici avec le départ de la Cordelière en toute urgence, sans prendre le temps de décharger ni les invités ni l'argenterie. Et donc ils sont allés s'affronter avec les Anglais. Donc en fait on ne parle pas de deux bateaux mais de deux flottes de bateaux
Et bon, les récits divergent selon les auteurs, selon les Anglais, les Bretons, les Français, sur exactement les pourquoi du comment et sur la finalité de ce combat. Toujours est-il que c'est le combat de la bataille de Saint-Mathieu que vous voyez là à l'écran en 1512. Et la Cordelière s'est affrontée contre le Régent et les deux navires ont explosé, soi-disant, voilà, enfin, les origines de cette explosion-là divergent, c'était héroïque. Et voilà, les deux navires ont explosé et ont coulé. Et aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé ces deux épaves-là. Donc quand je parle de l'épave de la Cordelière, si on la retrouve, on n'en retrouve pas une mais deux en réalité. Et voilà, la question c'est où se trouve cette épave-là. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'on ne les ait pas retrouvées, puisqu'elles auraient coulé a priori au niveau du goulet de Brest. Alors pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Finistère, le goulet de Brest, en fait, c'est l'endroit où passent tous les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc c'est un endroit qui est largement cartographié, largement connu. Je ne parle pas des pêcheurs et du shop qui a ses installations au même endroit, donc c'est quand même le shop qui s'occupe de faire les cartes marines. Donc c'est un endroit qui est très connu. Et malgré tout, on n'arrive pas à retrouver l'épave. Donc les hypothèses disent qu'en fait l'épave serait complètement ensevelie sous les sédiments, malgré l'explosion. Alors je vois Patrick faire des explosions, mais en fait c'est vrai qu'avec l'explosion on peut imaginer qu'elle a été complètement disloquée et perdue. En fait il y a eu aussi un incendie à bord, et apparemment l'incendie permet de conserver l'épave dans l'eau. Parce que du coup le bois carbonisé a une durée de vie qui est bien supérieure. Et donc voilà, là les archéologues sont assez confiants pour la retrouver, mais alors où, ça c'est la grande question qui demeure, et en particulier, voilà, on imagine qu'elle serait ensevelie, parce que bon, les courants à Brest sont forts, et ça déplace beaucoup de sédiments comme ceci qui ont probablement recouvert l'épave. Donc on travaille du coup, les archéologues ont fait un pas vers nous pour essayer de mettre à jour leurs techniques conventionnelles pour retrouver des épaves. Ils nous ont dit probablement là il va falloir envisager quelque chose d'autre parce que nos navires hydrographiques avec nos sonars là a priori on aura beau utiliser des sonars on ne verra rien. Et donc on a commencé à travailler sur la question pour essayer de retrouver cette épave qui a coulé il y a 500 ans. Et en particulier on envisage d'utiliser des magnétomètres. Ça c'est une nouvelle technologie qu'on va commencer à prendre en main. Les magnétomètres nous permettent du coup de mesurer tout ce qui est tous les éléments ferreux qui sont donc probablement sous le sable, et on peut imaginer qu'à l'époque il y avait quelque chose à percevoir sur l'épave. Alors c'est une vieille épave, probablement les canons étaient en pierre, l'encre était en pierre, donc c'est beaucoup moins métallique que ce qu'on a aujourd'hui, mais malgré tout on a quand même des espoirs. Et donc là ce que je vous montre à l'écran, ce sont des rails que l'on a fait. Alors quand je dis rails, c'est-à-dire des lignes comme ceci qu'on a fait pendant plusieurs heures, et en tractant un magnétomètre derrière nous pour essayer de trouver des anomalies magnétiques qui pourraient correspondre à cette épave. Et là, on a retrouvé des anomalies magnétiques, et quand on les compare avec des cartes locales, on se rend compte que ça correspond soit à des failles géologiques qui présentent aussi des caractéristiques magnétiques, soit à des câbles qui sont enfouis, parce que les câbles qui communiquent avec le continent américain passent par Brest, voilà, donc ils sont là aussi, donc on doit aussi gérer les câbles de communication transatlantique, ou alors d'autres épaves comme le Penir ici. Donc c'est compliqué, on a plein d'anomalies, et dans tous les cas, même si on trouve une anomalie, il va falloir creuser, ou en tout cas venir s'approcher du fond pour voir si réellement cette épave est bien l'épave de la Cordelière. Donc tout ceci est très épuisant à faire, beaucoup de lignes. C'est pourquoi on a automatisé un Zodiac. Donc on a récupéré un Zodiac, on lui a installé des actionneurs, le volant tourne tout seul, les commandes des gaz tournent tout seul, et donc le Zodiac fait ses lignes comme ceci, en tractant son magnétomètre derrière, et ça nous simplifie la vie. Donc voilà, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Le problème, c'est que ce Zodiac-là perturbe lui-même le magnétomètre, puisque il y a des éléments métalliques dans le Zodiac également. Et donc, le problème du magnétomètre aussi, c'est que la perception des éléments ferreux décroît très rapidement avec la distance, ce qui veut dire qu'il faut être très proche du sol pour percevoir ce qu'il y a dans le sous-sol. Et donc le Zodiac est beaucoup trop haut en fait. Donc ce qu'il faut, c'est descendre. Et donc voilà, ça reboucle un peu avec nos travaux de recherche. Probablement que pour retrouver la Cordelière ici, il va falloir s'armer de quelques robots autonomes, comme l'AUV que vous voyez ici, le robot sous-marin autonome jaune, qui devra lui-même tracter un magnétomètre comme ça dans le fond pour venir essayer de retrouver cette épave-là. Donc ça c'est une photo de 2 robots qu'on a dans notre labo et qui sont complètement autonomes pour ce genre d'inspection. Voilà, et donc je terminerai la présentation sur une petite carte bathymétrique ici, une carte qui est... Alors vous avez l'île Longue en fait qui est en bas à droite de cette carte-là, on la voit pas mais elle est en bas à droite, et la pointe des Espagnols, Roscommel qui est à gauche. Et vous avez une vue, ça c'est un lever que j'ai fait en mai avec un bateau. Et en fait on a été assez surpris de voir un tumulus, je ne sais pas si vous le voyez, en bleu clair, sur la partie droite de l'image.
Un tumulus qui pourrait très bien avoir, voilà, qui a une longueur qui pourrait très bien correspondre à une épave ensevelie. On ne sait pas. Toujours est-il que c'est très curieux d'avoir un tumulus à cet endroit, dans cette plaine. Et donc, bah voilà, on n'a qu'une envie, c'est de retourner sur ce tumulus avec d'autres capteurs pour venir percevoir un peu différemment la chose et peut-être retrouver une épave. Voilà. Donc vous devez voir sur le ROV, sur l'écran géant, pardon, une vue du ROV. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide. Donc vous avez ici un tube qui contient, vous m'entendez toujours, c'est bon, qui contient les batteries du ROV. Vous avez ici toute la partie électronique et notamment une caméra qui est dans le bulbe là, ce qui permet d'avoir des images en optique. Donc c'est toujours appréciable dans cette piscine-là, c'est sympa. Et puis également quand on descend sur des épaves ou voilà, comme à Guerre-les-Dents, donc pour descendre sur les écluses. Forcément, quand on est en mer ou en lac, il faut aussi s'armer de projecteurs. Donc c'est les projecteurs que vous voyez ici qui nous permettent d'apporter la lumière qui nous manque lors de la perception des épaves. Vous avez vu l'épave du Titanic en début de présentation. Vous la voyez très bien, et pourtant à plus de 3000 mètres de profondeur, quasiment 4000, il n'y a plus de lumière à cet endroit-là, et pourtant vous la voyez bien avec une belle lumière bleue. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est un énorme projecteur qui a été mis au-dessus de l'épave et qui a permis comme ceci au robot de voir la scène dans son ensemble. Il y a toute une logistique à mettre en place comme ceci sur la perception des objets sous-marins. Donc la partie caméra ici, on a des propulseurs là, donc c'est des propulseurs en propulsion vectorielle comme ceci, 4 horizontaux, 2 verticaux, ce qui permet aux sous-marins de se déplacer dans tous les sens. Et enfin, ici, vous avez un sonar frontal, Blue View, qui émet de l'acoustique et nous permet d'avoir des images acoustiques de l'environnement. Donc ce qui est intéressant sur cette machine-là, c'est d'avoir le couplage des deux, à la fois l'optique et l'acoustique, et donc de voir un peu comment les différences qu'il y a entre ces deux capteurs-là. Donc ce robot-là, lui, n'est pas intelligent. Il y a quand même quelques algorithmes qui sont embarqués à bord du robot, mais ils sont de très bas niveau. Il n'est pas intelligent puisqu'il est connecté par son câble. Et voilà, vous l'aurez compris, dès qu'on coupe le câble, il faut mettre en place toute cette intelligence et donc rajouter des unités de calcul pour que le robot puisse faire sa manip tout seul. Donc le câble, lui, est connecté à mon PC. Je vais le mettre à l'eau. Donc là, je chasse les bulles d'air. C'est la question d'équilibrage. Hop. Là, je jette un peu de câble à l'eau. Donc normalement, j'ai assez de batterie. Je rentrerai pas dans la cage, non. Si c'est possible, ouais. Donc, c'est bon. Donc là, vous voyez ici, vous voyez l'écran, c'est bon, ouais. Et parce que vous voyez là, du coup, c'est la caméra du ROV. Hein. Donc si je m'arme normalement, donc je le pilote avec un joystick. Hein, c'est ce qu'il y a de plus adapté pour piloter un ROV ici. Est-ce que je peux éclaircir l'image? Ça, je pense pas. Hein. Ah, ce serait bien si vous voyez mieux, c'est sûr. Ouais, je suis pas sûr. Vous pouvez peut-être le faire, non? Je sais pas. Ouais, je suis pas sûr. Ok. Donc, je me remets en navigation. Donc là, ce qu'on voit, c'est la caméra. Bon, bah, ça devrait pas trop vous impressionner, hein, mais juste pour vous familiariser. Donc on voit l'intérieur de la piscine comme ceci. Si je me retourne ici, hop, il est un peu péchu. Hein, il a pas mal d'énergie quand même. Là, on voit la cage ici, voilà, et on remonte. Donc il est légèrement flottant. Bon, ça dépend des applications. Souvent, on le rend légèrement flottant par sécurité pour être sûr de le retrouver si tout s'arrête. Des choses un peu de bon sens souvent. Donc là, vous voyez la caméra et je vais lancer à côté le sonar. Donc un sonar Blue View, sonar frontal, je vais le rajouter ici. Hop. Ok. Voilà. Donc le sonar fonctionne avec 2 fréquences différentes, donc j'en choisis une. Et là voilà. Vous avez là l'image sonar, donc ça ressemble un peu aux images qu'on a vues précédemment. Alors bien sûr, pendant la présentation, je vous ai montré toutes les images super belles qu'on a. Là, vous voyez un peu la réalité des choses. Vous avez le droit de me dire que vous ne comprenez rien à l'image, je ne vous en voudrais pas.
On va essayer quand même de décortiquer tout ça. Bon là il se passe plein de choses en plus dans la piscine. Alors, bon déjà c'est un sonar qui est sectoriel, c'est-à-dire qu'on a un secteur devant le robot. Donc le robot voit comme ça un camembert devant lui, d'accord. Il faut imaginer aussi qu'il ne voit pas que de cette manière-là, mais également de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a aussi une ouverture sur le sonar, mais malgré tout, tout est projeté en 2D sur la vue là, puisque j'ai un écran 2D, vous avez un écran 2D, donc il faut projeter en 2D les choses. Donc là, ce qu'on voit ici, les échos, ce sont les obstacles, bien sûr. Juste pour info, ici, on est à 0,2 mètres, et en nous, on a 10 mètres de portée là. Bon, c'est des choses qui se règlent également, hein, selon l'environnement, et selon la fréquence du robot. Et donc si je tourne comme ceci, alors je suis où là? Je suis là, je vais aller un peu plus loin. Hop. Alors là, vous devriez voir des choses apparaître. Donc si je me rapproche des murs de la piscine, vous les voyez les murs de la piscine là? Vous avez normalement deux traits qui apparaissent, donc ce sont ces traits là, d'accord? Et bien ça, ce sont la perception des murs par le sonar. Et vous avez également ici un arc de cercle, je ne sais pas si vous le voyez là. Et bien cet arc de cercle là, ce sont parfois des artefacts qui apparaissent, qui sont la perception soit du fond, soit de la surface. Puisque l'onde qui est émise comme ceci se propage de manière sphérique. Et lorsque ça atteint une grande surface, voilà, comme la surface de l'eau ou le sol, et ben, ça crée une réverbération. Hein. C'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les doigts de l'optique, c'est pareil en sous-marin. L'onde revient vers le robot, parce qu'elle ne se propage pas dans l'air, et donc ça lui donne cette perception-là de circularité là, sur l'image sous-marin. Donc là ici je plonge, on voit toujours les murs apparaître, et puis plus je me rapproche du sol, voilà, on a quelques perceptions du sol ici. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est rajouter des objets dans la piscine pour percevoir les choses un peu différemment. Là, je vais me balader. Alors, je sais pas si... est-ce qu'on met un sous-marin à l'eau alors pour essayer de le voir sur l'image sonar, ou peut-être même des plongeurs, je sais pas. Ça, c'est un peu libre. Moi, je vais pas mettre mon sous-marin. Alors, un autre phénomène intéressant, mais pour ça, il va peut-être falloir... je pense que la piscine est trop grande pour qu'on puisse le percevoir. Je vais quand même essayer de vous le montrer. Alors, je vais quitter ça. Hop, je me connecte. Ouais. Ok. Si elle cool, ouais, c'est très bien. Alors, je me reconnecte sur, je pense, une autre fréquence, ce sera un peu plus visible. Donc, je vais prendre une fréquence un peu plus basse. Hop, voilà. Je me connecte. Oui, si tu veux mettre un sous-marin, ouais, surtout le tien, il est bien. Il est bien pour ça, on va bien le voir, je vais dire. Alors, là, vous voyez, j'augmente. Ce que je fais là, c'est que je suis passé sur une autre fréquence. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus on est basse fréquence, plus on voit loin. Donc là, je suis passé sur une fréquence plus basse. Et ce que je fais, c'est que j'augmente le range, la portée du sonar. D'accord? Bon, je vais peut-être pas l'augmenter autant, là, je suis à 50 mètres de portée. C'est quand même pas mal. Bon. Ce que vous voyez ici, vous devriez voir quelque chose, vous voyez bien les lignes géométriques qui apparaissent, ces grands rectangles-là. Donc ici, en fait, ce que vous avez là, c'est les murs de la piscine, d'accord? Vous les voyez, ces deux traits les plus forts, en fait. Hein. C'est les murs qui sont là, qui sont devant le soir. Là. Donc le mur du milieu de la piscine, puis le mur d'en face. Et si vous voyez bien ici, vous voyez d'autres traits apparaître, ici, là. Vous voyez que ça se prolonge comme ceci. En fait, c'est des piscines par miroir. On voit d'autres piscines comme ceci apparaître. Et pourtant, vous êtes d'accord, il n'y a pas d'autres piscines. Alors là, bon, en l'occurrence, il y en a une, effectivement, à droite, enfin à votre gauche, mais bon, les ondes ne traversent pas ce mur-là. Ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des échos, tout simplement. C'est-à-dire que selon le sonar, le sonar a l'impression de voir d'autres piscines apparaître. C'est tout simplement qu'on pourrait imaginer que la piscine est un environnement idéal pour des manips, mais pour l'acoustique, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez des carreaux de carrelage sur la piscine qui réverbèrent parfaitement les ondes. Donc l'onde émise par le sonar vient se réverbérer sur les carreaux de carrelage, et vous avez de nombreux pics comme ça qui se propagent dans tous les sens. Donc ça finit par revenir à un moment donné au sonar, qui lui interprète ça comme un obstacle qui se trouve en dehors de la piscine. Puisque l'onde a fait plusieurs échos sur les murs, ça veut dire donc que l'onde a mis plus de temps à voyager, et donc qu'elle a, selon le sonar, parcouru une plus grande distance en ligne droite. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc du coup, il imagine comme ceci des piscines en miroir, et c'est ce qu'on voit ici. Là, on voit le vrai mur ici, un mur en miroir ici, qui est faux, un autre ici, qui est un peu plus atténué, parce que les échos, à force, perdent de leur puissance, et ainsi de suite. Comme ça, on voit petit à petit les échos apparaître. Donc voilà, juste pour dire ici que, encore une fois, voilà, l'acoustique, c'est assez compliqué à interpréter. Certains disent que c'est terrible même, mais bon.
C'est quand même tout ce dont on dispose, sauf quand on est dans une piscine comme celle de la Comet. Alors là, je sais pas si vous voyez ici, on voit le sous-marin là sur le fond. Alors je vais essayer de réduire le range. Bon, je vais pas m'amuser à changer de fréquence pour l'instant. Voilà, donc là on voit le sous-marin de Richard là ici. Ah non, pardon, c'est pas le tien, c'est l'autre, j'avais pas vu. Le tien en fait c'est beaucoup trop bas, donc il faudrait que je plonge. Et là en plongeant on le voit apparaître, hein, vous devriez le voir là. Alors évidemment je suis beaucoup trop, la portée est beaucoup trop grande, je vais encore réduire. Et je dirais que je vais même quitter pour repasser sur l'autre sonar, sur l'autre fréquence, qui était quand même beaucoup plus fine, on va mieux voir les choses. Hop, je mets la fréquence, celle-ci. Voilà, là on voit un peu mieux les choses déjà, donc là bon, le robot est retourné en surface, je vais replonger. Et là on voit les deux sous-marins, alors il y en a un qui est quasiment en surface, donc on voit un peu moins. On voit les ombres apparaître ici. Là, on va deviner l'autre sous-marin ici quand il va remonter. Voilà, on voit ici le sous-marin. Ça, c'est bien le tien, Richard. Et en face ici, voilà, l'autre sous-marin qui apparaît parce que le robot commence à se mettre à sa même hauteur en fait. Hein, donc il finit par voir le sous-marin ici. Voilà. Bon, ce qui est pas mal sur cette piscine-là, c'est que le fond, je pense, n'est pas du tout dans le même matériau que les côtés, ce qui fait que ça ne réverbère pas le fond. Je pense que ça absorbe davantage. Donc on a un peu moins d'écho quand même. L'image est, ça va paraître dingue, mais l'image est relativement propre. Et voilà, après, si je peux approcher, donc je peux aussi passer, ça c'est pour le côté plus sympa, sur la partie optique. Voilà, là on voit une petite vue du sous-marin. Voilà. Hop, alors quand j'avance un peu, j'ai tendance à plonger parce que j'ai le câble qui me tire. Voilà. Donc là, je sais pas si tu peux le faire plonger un petit peu. Ouais, ça vient. Non, 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 reste là. Je vais me reculer un petit peu. Ah ouais, c'est réaliste, il prend son temps. Hop. Je crois que le pilote a bien plus trop de tir ce midi. J'ai du mal à me stabiliser. Je vais avancer un peu, voilà. Donc si je rebascule sur l'image sonar, je devrais vite voir la... Voilà, on le voit très bien ici. Hein. Vous voyez l'écho, il est assez clair, hein, l'écho sur l'image sonar. Pardon? Oui, on voit assez bien, oui, le massif au centre, c'est vrai, qui passe. Alors, bon, ça c'est un... vous avez remarqué, c'est assez différent des images que je vous ai montrées auparavant. C'est beaucoup plus flou, plus bruité. La raison, c'est que déjà, c'est un sonar qui est... bon, on va dire qui est bas de gamme, milieu de gamme, il coûte 20 000 €, donc c'est relativement peu cher par rapport à tout ce que je vous ai montré avant. Avant, je vous ai montré les Rolls des sonars, hein, c'est des centaines de milliers d'euros. Là, on est sur un autre type de sonar, et c'est un sonar qui est fait vraiment pour, voilà, plutôt de l'évitement d'obstacles, ce genre de choses, quoi. Donc, vraiment pour retrouver des formes qui apparaissent et qui se rapprochent, mais pas vraiment pour faire de l'imagerie, comme avec les sonars latéraux qu'on a vu précédemment. Voilà. Et donc l'écho qui est très net ici, c'est l'écho de... Je pense que c'est l'écho de la surface. Voilà. Bon, bah, je pense que pour la démo, on est à peu près bon. Non, je ne passerai pas dans la cage, je n'ai pas envie de coincer le fil dedans. Mais, voilà, merci. D'accord. Je vais essayer juste de le faire passer devant la caméra pour qu'on puisse le voir en action sous l'eau. Alors la caméra elle est là. Je vais passer hop, là sur le sous-marin. Alors moi je ne vois que le... Je ne sais pas si l'écran a été switché. C'est bon?
Donc en fait sur ce sous-marin-là, je peux me déplacer dans toutes les directions, m'orienter un peu comme je veux, me déplacer en latéral, je suis comme on dit omnidirectionnel, donc je peux vraiment voilà, faire un petit peu ce que je veux, donc c'est tout l'intérêt sur l'inspection. Ah, je suis pas du tout en face de la caméra, ça. Ah si, c'est là, ok, je la vois. Hop, voilà. Voilà, ça devrait être un peu mieux là. Voilà, je sais pas si ça se voit, j'ai du mal à dire, mais on le voit bien? Bon, super. Bon bah c'est super, voilà. Bien, je crois que tu as terminé, Simon, pour la présentation des... Voilà. Donc on peut te remercier encore. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention.